Hello there. Bonjour à tous. Bienvenue dans le cours de commerce électronique en cette deuxième semaine. Ce cours qui va se donner à distance. Donc, la matière qu'on va voir cette semaine, vous allez pouvoir la réutiliser dans votre TP numéro 1, qui va consister à ajouter des éléments d'ordinateur et de téléphone et de tablette électronique. Donc, si on regarde ce qu'on a dans le contenu du cours aujourd'hui, on va commencer par un petit blabla, une petite historique sur le monde de l'informatique, sur les ordinateurs, etc. Donc, ça va être la partie un petit peu longue où on va faire un petit peu d'historique. Ensuite de ça, on va parler des composantes d'un ordinateur. Comme j'expliquais dans le cours, si on conduit une voiture, c'est le fun de connaître un peu comment fonctionne une voiture. Même chose, on utilise des ordinateurs, au moins connaître un minimum. Si ça ne vous permet pas de devenir un technicien en informatique, au moins connaître un petit peu comment fonctionne un ordinateur. Ensuite, on va comparer des soumissions d'ordinateurs. Donc, si on connaît un petit peu les composantes, la mémoire, etc., on va être capable un petit peu de comparer deux soumissions d'ordinateurs, ce qui va vous servir dans votre TP numéro 1 pour être capable de décider, bon, est-ce qu'on prend tel type d'ordinateur, est-ce qu'on en a besoin, etc. Ensuite de ça, on va parler un petit peu des cellulaires et des tablettes, qui sont des mini-ordinateurs, mais qu'on a besoin dans notre monde contemporain d'aujourd'hui. Donc, on commence le petit blabla avec l'historique de l'informatique. Donc, si on regarde l'initiation à l'informatique, petit historique, je vais faire un résumé, vraiment un petit résumé de l'historique de l'informatique. Dans les notes de cours, vous allez voir, il y a un document qui va traiter de l'historique de l'informatique, des composantes, etc., de façon beaucoup plus précise. Mais moi, je vais faire une espèce de résumé du résumé du résumé. Donc, on commence avec l'historique de l'informatique. Je ne commencerai pas à vous expliquer comment est née l'informatique, comment sont nés les premiers ordinateurs. C'est une époque assez lointaine, des ordinateurs qui étaient assez primitives à l'époque. On appelait ça des calculateurs aussi qui permettaient de faire des calculs. Par contre, je vais commencer mon petit historique à partir de l'époque où les ordinateurs sont devenus accessibles pour les gens qui voulaient s'en acheter un puis être capable de travailler avec un ordinateur. Parce qu'avant cette époque-là, dans les années 50, les années 60, les ordinateurs étaient réservés aux scientifiques. Donc, je vous montre une image ici. A few moments later. À cette époque-là, par exemple, vous avez une image ici de la NASA. On se souvient des vieilles images en noir et blanc où on voyait des murs complètement remplis de grandes roulettes avec des rubans qui tournaient pour la mémoire des super ordinateurs. Donc, ces gros ordinateurs-là qui prenaient de l'espace en masse, qui prenaient beaucoup d'espace, des locaux complets de rubans qui enregistraient les données. Donc, ces ordinateurs-là étaient réservés vraiment à des scientifiques à cette époque-là. Par contre, fin des années 60, début 70, est arrivé le PC, l'ordinateur compatible, qui est arrivé sur le marché, a permis à des gens d'acheter des ordinateurs. À cette époque-là, ça coûtait pas loin de 5-6 000 s'acheter un ordinateur. Donc, on a démarré cette vente d'ordinateurs-là parce qu'il y a une compagnie qui s'appelle IBM qui a sorti des ordinateurs avec un logiciel qui permettait à monsieur ou madame tout le monde d'utiliser un ordinateur sans être vraiment un scientifique. Ce logiciel-là, vous avez sûrement déjà entendu parler du nom, c'est le DOS, Disk Operating System. Le DOS était utilisé avec des ordinateurs qu'on appelait des 8088 ou des 8086. Les 8088, 8086, c'est des ordinateurs qui avaient un microprocesseur à l'intérieur qui était fait par la compagnie IBM. Donc, pas la compagnie IBM, la compagnie Intel. Je m'excuse. La compagnie Intel a permis d'avoir un petit chip, un petit processeur qui est entre autres le cerveau de l'ordinateur qui permettait de sortir des ordinateurs à un prix en bas de 10 000 pour être capable de le vendre à des particuliers. À cette époque-là, la compagnie Intel, qu'on entend encore parler aujourd'hui, qui est encore un leader dans le domaine, fabriquait le petit microprocesseur. À cette époque-là, on appelait ça un microprocesseur parce qu'il était rapetissé, il était tout petit. Donnant un chiffre à son microprocesseur. Donc, la première génération, c'était des 8088, 8086. Donc, si on va voir dans mes photos, on va voir ici, donc le premier ordinateur ressemblait un petit peu à ça. C'est un petit peu beige, un petit peu gris,
avec des écrans monochromes où on voyait le DOS apparaître. Ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une disquette souple qu'on entrait dans l'ordinateur. Ensuite de ça, on pesait sur le bouton Power. Ça démarrait l'ordinateur. Donc, ça prenait absolument la petite disquette pour démarrer l'ordinateur. Puis la disquette, elle, avait le système d'exploitation à l'intérieur pour exploiter l'ordinateur. OK, la compagnie qui fabriquait le petit logiciel qu'on mettait dans l'ordinateur, qui est un système d'exploitation qu'on appelle DOS, c'est la compagnie Microsoft. Le fameux Bill Gates, c'est comme ça qu'il a commencé à faire sa fortune, parce que chacun des ordinateurs qui étaient vendus à cette époque-là, pour démarrer et être capable de l'utiliser, ça prenait la disquette avec le système d'exploitation, le fameux DOS. Donc, la compagnie Microsoft a commencé à faire de l'argent, disons, de façon plus considérable à ce moment-là, parce que chacun des ordinateurs devait avoir un DOS pour fonctionner. Donc, si on revient aux notes de cours, Perfect. un petit peu plus tard, il est arrivé des avancées technologiques. La compagnie Intel, qui fabriquait le petit processeur à l'intérieur, a sorti des nouvelles versions de processeurs beaucoup plus rapides. À cette époque-là, c'était encore des chiffres qui décidaient quelle version de processeur était plus rapide. Donc, après le 80-86, c'est arrivé le 82-86. Ensuite de ça, le 83-86 et le 84-86. Si vous avez fait votre primaire, vous êtes capable de comprendre la suite logique qu'il y a là-dedans. 2,86, 3,86, 4,86. Plus le chiffre est élevé, plus le processeur était rapide. Moi, je me souviens à l'époque, je me suis acheté un ordinateur qui était un 83-86. Quand les 4,86 sont arrivés sur le marché, c'était beaucoup plus rapide. À cette époque-là, il y avait un petit bouton turbo. C'était tellement rapide pour l'époque que si tu voulais jouer à certains jeux, tu devais enlever le turbo pour ralentir l'ordinateur pour être capable de jouer aux vieux jeux sur l'ordinateur. Donc, ça vous montre que cette époque-là, c'était des ordinateurs qui avaient des avancées technologiques importantes. Perfect. En même temps que ce processeur-là d'IBM, les 286, 386, 486, il y a une compagnie qui s'appelle Cyrix qui se permettait de faire des copies de ces processeurs-là et de les vendre sur le marché à un prix moindre parce qu'il n'y avait pas à faire la partie scientifique de créer les processeurs, créer la technologie qui permettait d'avoir des processeurs de plus en plus rapides. Donc, il est arrivé sur le marché ce qu'on appelait des clones. Donc, si je retourne aux images, il est arrivé des clones qui nous ont permis d'avoir des copies de ces processeurs-là. Ce que vous voyez à l'image, c'est un Pentium 4 fait par la compagnie Intel. À cette époque-là, il y a une compagnie qui s'appelle Cyrix qui faisait des copies. Si vous regardez sur l'image qu'on voit présentement, le processeur qu'on voit, c'est un 686 avec un petit X pour X86. Donc, c'était la suite logique. Après le 486, il aurait dû avoir un 586, un 686, etc. Par contre, la compagnie Intel, question de droit d'auteur, a décidé de changer le nom de ses processeurs parce qu'au point de vue du copyright international, des droits d'enregistrement, un chiffre, ça ne peut pas être réservé. Donc, tout le monde pouvait copier, par exemple, le 84-86, le 83-86, etc. Donc, Cyrix vendait des ordinateurs qui appelaient des 486, puis c'était tout à fait légal. Par contre, après le 486, la compagnie Pentium, pas la compagnie Pentium, mais la compagnie Intel a décidé de vendre des ordinateurs qu'elle a appelés des Pentium. Donc, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Le fait qu'il y ait le mot Pentium, la compagnie Cyrix ne pouvait pas vendre des ordinateurs qui s'appelaient des Pentium parce qu'il y avait un droit d'auteur sur le mot Pentium. Donc, ils se sont mis à faire des 686, etc., à changer leur nom. Donc, les gens pouvaient décider s'ils achetaient l'original d'Intel ou ils achetaient un clone, qu'on appelait un clone à l'époque, un ordinateur compatible. Donc, il est arrivé ça sur le marché. En même temps, début des années 80, il y a une autre entreprise qu'on n'a pas parlé, c'est la compagnie Apple, qui, eux autres, contrairement à ces ordinateurs-là, avaient des processeurs qui étaient faits par la compagnie Motorola. Motorola qui existe encore aujourd'hui, qui font des cellulaires, qui font des photocopieurs, etc. Donc, cette compagnie-là faisait aussi des microprocesseurs, mais eux autres qui étaient réservés pour la compagnie Apple. Donc, il est arrivé des ordinateurs, comme vous voyez sur l'image qu'on voit présentement. Apple, quand il est arrivé sur le marché, la grosse
ce qui faisait en sorte qu'Apple était vraiment populaire, c'est ce que vous voyez à côté de l'ordinateur, c'est la souris. Donc, contrairement aux ordinateurs PC compatibles où on devait connaître le DOS, est arrivée la petite souris. Si je me souviens bien, cette souris-là a été inventée par la compagnie Xerox. Et la compagnie Xerox a décidé que c'était une invention qui n'allait pas fonctionner. Donc, ne l'a pas utilisée. Et par contre, Steve Jobs, quand il est arrivé avec Apple, il a trouvé que c'était prometteur, l'idée de la souris et d'une interface graphique. Donc, il a inséré ça dans les ordinateurs d'Apple. Puis c'est comme ça qu'Apple a fait ses premiers coups de maître en faisant des ordinateurs graphiques avec une souris qui permettait de déplacer un curseur. Microsoft n'a pas tardé pour sortir des versions de système d'exploitation qu'on appelait à l'époque Windows. Windows, qu'on appelle encore aujourd'hui Windows. Eux autres aussi ont utilisé la technologie graphique avec une souris pour permettre d'utiliser des ordinateurs compatibles. Donc, il y avait vraiment deux mondes. Il y avait les ordinateurs compatibles avec des processeurs Intel, puis il y avait les ordinateurs d'Apple qui se faisaient une petite bagarre à cette époque-là, même si les deux types d'ordinateurs n'étaient pas du tout compatibles. Je reviens à la présentation. Donc, est arrivé les Pentium, comme on voit sur le PowerPoint. Aujourd'hui, on parle de processeurs i3, i5, i7, de dual-core, de quad-core. On a même des processeurs avec 8 cœurs. À l'époque, c'était facile. On avait une vitesse en mégahertz qui permettait de décider la vitesse du processeur. Aujourd'hui, avec les doubles cœurs, les quadruples cœurs, les i3, les i5, les i7, c'est un peu plus difficile de voir lequel des processeurs est plus rapide. Ça prend souvent des bancs d'essai pour permettre de voir lequel des processeurs est le plus rapide. On est rendu à la 8e, 9e et 10e génération de ces processeurs. Perfect. En même temps, la compagnie Apple, au début, avec Motorola, avait un numéro de processeur qui était le 68000 ou 68030. Mais rapidement, eux autres aussi ont changé pour des noms d'ordinateurs qui permettaient d'enlever les copies sur le marché. Donc, le iMac, etc. Ce qu'on va parler dans le cadre du cours, souvent, on va parler du hardware versus le software. Le hardware, excusez pour le son, c'est ce qu'on peut toucher. Donc, un écran, on peut la toucher. Une souris, on peut la toucher. Le boîtier d'ordinateur, on peut le cogner, on peut le toucher. Okay? Le software, c'est le logiciel. Le logiciel, c'est ce qui est dans l'ordinateur, les données qui sont à l'intérieur de l'ordinateur. Les données, on ne peut pas vraiment les toucher. Si on regarde, par exemple, un jeu vidéo, on peut voir ce qu'il y a à l'écran, mais on ne peut pas aller toucher au jeu vidéo. L'exemple que je voulais vous montrer, c'est, exemple, Mario Bros. On peut aller toucher à l'écran, comme ça. On peut aller toucher à l'écran, essayer d'aller toucher à Mario Bros. On peut toucher à l'écran. L'écran, c'est du matériel, c'est du hardware. Par contre, le jeu à l'intérieur, on ne peut pas aller toucher. On peut juste aller toucher à l'écran. Donc, ce qui est software, c'est le logiciel. C'est comme les pensées d'un être humain. On peut essayer d'identifier les pensées d'un être humain, mais on ne peut pas vraiment aller toucher à nos pensées. Donc, c'est pour ça que je disais, par exemple, comme un jeu comme Lara Croft, il y a peut-être bien des gens qui auraient aimé ça aller toucher au jeu de Lara Croft, mais non, on ne peut pas. On peut toucher à l'écran, mais on peut jouer au jeu. C'est à l'intérieur de l'ordinateur. Donc, si on retourne à nos notes de cours, on va commencer à essayer de comprendre la partie matérielle. Ça va être la seule partie pendant la session où on va parler vraiment du matériel, ce qu'on peut toucher. Donc, la partie de l'ordinateur, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne dans l'ordinateur. Donc, je vais essayer de rendre ça bien simple. Un ordinateur, à la base, c'est une grosse boîte. Si c'est un ordinateur portable, c'est plus petit, c'est plus mince. Si c'est un ordinateur de bureau, souvent, c'est une grosse boîte avec beaucoup de vide à l'intérieur. Parce que le problème des ordinateurs, c'est que toutes les composantes électroniques à l'intérieur chauffent. Donc, pour avoir un ordinateur performant, pour avoir des processeurs plus performants, le problème technologique, c'était de réussir à refroidir toutes ces composantes-là pour être capable d'avoir le maximum de la rapidité des ordinateurs. All right. Donc, première des choses, vous avez à l'intérieur de l'ordinateur une carte mère. C'est une carte en plastique, c'est pas très intéressant, là. C'est là-dessus qu'on va mettre les composantes. Première composante, OK? Je vais vous identifier à peu près 3 ou 4 composantes qui sont très importantes dans un ordinateur à l'examen. C'est ce qui va revenir. Donc, je vais surtout insister sur les 3-4 composantes qui font en sorte qu'un ordinateur peut être assez puissant ou peut être un petit peu moins puissant. Première des choses, c'est le CPU. Le CPU, c'est important parce que c'est comme
le cerveau dans un être humain. C'est par là que passent toutes les instructions. Toutes les instructions passent par le CPU. Le CPU, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure dans mon historique, un peu le microprocesseur. Donc, c'est un peu la petite pièce comme ça qu'on va aller installer sur l'ordinateur, qu'on va essayer de refroidir au possible parce que ça chauffe. Puis on va aller mettre ça sur un support, sur la carte à l'intérieur de l'ordinateur. C'est vraiment le cerveau de l'ordinateur. Le prix d'un ordinateur peut souvent être déterminé par la version du microprocesseur, la version du CPU qu'on voit là à l'écran. Donc, c'est souvent une petite pièce. Aujourd'hui, les processeurs, ils ont à l'intérieur comme 2 ou 4 ou 8 processeurs qui permettent de multiplier les calculs mathématiques. Dans certains cas, avoir 2 ou 4 processeurs, ça peut augmenter la rapidité de l'ordinateur. Par exemple, si vous faites juste de l'Internet ou du web, peut-être qu'avoir 2 processeurs, c'est suffisant. D'en avoir 4 ou 8, ça n'augmentera pas nécessairement la vitesse de votre ordinateur. Si on revient aux pièces techniques, après le CPU, souvent, on calcule une vitesse d'utilisation du CPU. L'autre partie importante, c'est la mémoire vive, c'est la RAM. La RAM, on appelle ça aussi Random Access Memory. C'est pour une mémoire aléatoire. Donc, le processeur, il va aller chercher ce qu'il a à traiter dans la mémoire de l'ordinateur, la RAM. Ensuite de ça, il va faire un traitement. Le résultat, il va l'envoyer aussi dans la RAM. Après ça, l'ordinateur va traiter ces informations-là. Donc, la RAM, si vous avez un ordinateur avec un processeur super puissant, mais vous n'avez pas assez de mémoire vive, qu'on appelle en français mémoire vive, au lieu d'appeler ça de la RAM, on appelle ça de la mémoire vive. Là, si vous n'avez pas assez de mémoire vive, l'ordinateur va être quand même lent. Donc, souvent, pour qu'un ordinateur soit performant, ça prend un bon processeur et ça prend aussi beaucoup de mémoire vive, suffisamment pour que les données qui sont traitées puissent opérer dans l'ordinateur. Donc, ça prend souvent beaucoup de mémoire vive. Les ordinateurs qu'on vous vend sur le marché aujourd'hui, on parle de 8 gigaoctets de mémoire vive, ou un ordinateur comme le mien a 16 gigaoctets de mémoire vive. Donc, si on regarde, ça ressemble à quoi la mémoire vive dans la réalité? Ça, c'est les processeurs qu'on a sur le marché. Processeurs Core i5, Core i7. Sur le marché, aujourd'hui, on n'a pas juste les processeurs d'Intel, on a aussi des processeurs AMD, qui sont, eux autres aussi, on parlait au début des processeurs qui étaient des copies d'Intel, mais c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui parce que AMD fait un peu sa propre recherche et il y a une guerre entre AMD et Intel pour savoir quels processeurs sont les plus rapides. Donc, ça, c'est à vous de voir selon vos idéologies. Si je continue, ce que je voulais vous montrer à la base, c'est la RAM, la mémoire vive de l'ordinateur. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est des barrettes en plastique vert sur lesquelles sont soudées des petites plaquettes électroniques, des petits processeurs qui vont contenir la mémoire. Dans vos téléphones cellulaires, dans vos tablettes, vous avez de la mémoire qui ressemble un peu à ça aussi, sauf qui est connectée directement. L'avantage d'un ordinateur, contrairement à un téléphone ou une tablette, c'est qu'on peut ajouter de la mémoire vive à un ordinateur. On peut enlever ces barrettes-là que vous voyez dans l'image, les enlever, puis les remplacer par des barrettes de mémoire vive qui ont plus de mémoire à l'intérieur. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si vous regardez la main, vous voyez un petit peu la grandeur de la mémoire vive. Je reviens à la présentation. Ça, c'était 2 choses importantes. Le processeur, la mémoire vive, la RAM. Perfect. Autre chose qui est importante dans un ordinateur, c'est la mémoire standard, la mémoire qui va enregistrer vos logiciels, qui va enregistrer votre système d'exploitation. Si vous faites, par exemple, du Word, du AutoCAD, du Photoshop, bien, ces logiciels-là, la plupart du temps, vont être enregistrés dans un disque qui est dans l'ordinateur. À l'origine, les disques durs, qu'on appelle en bon québécois, les disques durs, c'est des disques vraiment qui tournaient dans un boîtier avec une tête de lecture qui va lire et écrire les données sur les disques. Donc, si on regarde à quoi ça ressemble à peu près, un disque dur, c'est des disques qui se vendent encore sur le marché. Beaucoup d'ordinateurs ont à l'intérieur des disques comme ça. Ça fait un certain bruit parce que vous voyez les disques qui sont là, ils ont des têtes de lecture sur chacun des disques, des têtes d'écriture aussi, vont vraiment tourner dans la machine. Okay? Depuis quelque temps, avec l'arrivée des téléphones cellulaires et des tablettes, on a sur le marché d'autres types de disques qui sont des disques qui ne tournent pas. Donc, qui sont des disques comme dans les cellulaires, vous n'entendrez pas un disque tourner. Vous allez avoir de la mémoire SSD. Donc, maintenant, sur le marché, ils ont
ils ont commencé à vendre des disques durs qui sont de type SSD. Ça veut dire que mécaniquement, il n'y a pas un disque qui tourne. C'est un petit peu comme la mémoire vive de l'ordinateur qui sont dans les cellulaires, dans les tablettes. On a commencé à vendre des ordinateurs avec des disques SSD. Le gros avantage, c'est la rapidité. Les disques SSD n'ont pas un temps de lecture avec une tête qui va lire et écrire sur les disques qui tournent. Donc, ça se fait électroniquement sur des microprocesseurs à l'intérieur, donc sur des puces. Donc, c'est pour ça que les disques durs SSD, maintenant, si vous achetez un ordinateur avec un disque dur SSD, ça coûte quand même pas mal plus cher parce que c'est une nouvelle technologie depuis quelques années. Puis, pour avoir des disques durs haute capacité en SSD, ça commence à être disponible, mais c'est encore assez dispendieux. Ça coûte encore assez cher. Nom de Zeus! Hein? C'est un exemple entre les disques durs dans un ordinateur. Donc, en haut, ici, là, vous allez voir, ça, c'est un vieux disque dur qu'on mettait dans un ordinateur de bureau avec des disques qui tournent. Ça, c'est un disque dur de portable. Un portable, il faut que ce soit plus mince, évidemment. Donc, ça aussi, c'est un disque dur avec des disques qui tournent à l'intérieur, mais miniaturisés. Puis, vous avez la mémoire SSD qui prend plusieurs visuels présentement sur le marché. Mais, exemple, dans mon ordinateur, moi, c'est un disque dur qui ressemble vraiment à de la mémoire vive d'ordinateur. Donc, c'est une plaquette avec des microprocesseurs sur la plaquette qui fait la mémoire du disque de l'ordinateur à l'interne. Donc, ça ressemble à ça la différence entre les différents disques durs. Donc, je reviens aux notes de cours. Donc, ce qui est important dans un ordinateur, 3 premières choses. Le processeur, qui est le CPU. La mémoire vive, qu'on appelle ici dans l'image la RAM. Et vous avez aussi le disque dur. Soit que c'est un disque dur mécanique qui tourne. Lui, il peut avoir des grandes capacités, coûter beaucoup moins cher. Vous avez aussi maintenant des disques durs SSD qui n'ont pas de partie physique qui tourne, mais qui ont une partie électronique à l'intérieur, mais qui sont quand même plus rapides, mais qui coûtent encore un certain montant à débourser. Quand un ordinateur a un disque dur SSD à l'intérieur, souvent, le prix de l'ordinateur va aller en conséquence. Il y a d'autres choses, évidemment, qu'on a besoin dans un ordinateur. À l'époque, pour transférer des données, on avait des disquettes. On a eu après ça les CD-ROM, les DVD, les Blu-ray. Ensuite de ça, on a utilisé pas mal les clés USB pour transférer des données. Ensuite de ça, on va avoir des périphériques autour de l'ordinateur. Vous allez avoir des périphériques qui permettent d'entrer des données dans l'ordinateur, des périphériques qui vont permettre de sortir des données dans l'ordinateur. Je pèse sur pause. Question d'examen. Donnez-moi des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie. Premièrement, un écran. Normalement, un écran, ça permet d'entrer, de sortir les données de l'ordinateur pour que l'utilisateur voit les données. OK? Le clavier permet d'entrer des données dans l'ordinateur. Ensuite de ça, on a une souris, souvent qui va nous permettre d'entrer des données dans l'ordinateur, de faire des sélections. Vous avez aussi un imprimante qui permet de sortir les données de l'ordinateur puis de les envoyer, par exemple, sur une feuille de papier. Il peut y avoir des périphériques qui font les deux. Là, j'ai écrit ici périphérique d'entrée, périphérique de sortie. Par contre, aujourd'hui, mettons, vous travaillez dans un restaurant, vous avez un écran tactile. L'écran tactile va permettre d'entrer aussi des données dans l'ordinateur. Donc, l'écran tactile, ça peut être un périphérique d'entrée ou de sortie. Pour un jeu vidéo, une manette vidéo, si la manette vibre, ben, la manette permet d'entrer des données dans l'ordinateur pour jouer au jeu, mais elle a un retour qui fait vibrer la manette. Donc, c'est un périphérique d'entrée et de sortie. Mais de façon plus standard, il y a des imprimantes qui sont des scanners, donc qui peuvent entrer des données dans l'ordinateur. Mais de façon standard, vous avez des périphériques d'entrée et de sortie. Pour être un petit peu plus moderne, j'ai ajouté dans mon PowerPoint, mais le réseau. Le réseau Internet aujourd'hui, qu'il soit sans fil ou avec fil, nous permet d'entrer, de sortir des données de l'ordinateur aussi. Il fait les deux. Okay? Donc, aujourd'hui, on utilise de moins en moins, exemple, des clés USB ou des Blu-ray ou des lecteurs CD, parce qu'on va aller placer nos données souvent sur l'info nuagique, c'est-à-dire en bon québécois, dans le cloud computing. On appelle ça en français l'info nuagique. Donc, on va aller placer nos données directement sur un serveur qui est à l'extérieur. On ne sait pas trop il est où, mais on va aller placer nos données là-dessus. Donc, on n'a plus besoin nécessairement de clés USB ou de disques. On continue. On va comparer 2 soumissions d'ordinateurs. Okay? Donc, 2 soumissions d'ordinateurs.
On va essayer de regarder, là, je vous avertis, à l'examen, il y a des bonnes chances que je vous demande de comprendre un petit peu ce qu'on va faire là. Donc, on va avoir une soumission pour par exemple, Kit Surfer de la rentrée, l'achat d'un ordinateur, et une autre soumission qui est le spécial de la rentrée. Je vais vous avouer que ces deux soumissions-là ont été inventées. Ce n'est pas des copier-coller de ce que j'ai trouvé sur le marché. Donc, vous ne pouvez pas dire que tel ordinateur est le meilleur. On va essayer de regarder c'est quoi les points forts de chacune de ces soumissions-là. Donc, si on regarde, j'ai vraiment fait exprès pour qu'il y ait des forces dans les deux. Donc, première des choses, si on regarde, le kit de gauche a un processeur Intel Core i7. L'autre côté, il y a un processeur AMD à double cœur. Donc, c'est difficile de comparer les deux quand on ne connaît pas exactement les technologies. On peut aller voir sur Internet pour voir s'il y a des tests qui ont été faits sur ces processeurs-là. Mais à la base, j'ai été avec le Intel Core i7. Okay? Donc, j'avoue que c'est plus difficile de choisir le processeur en 2020 parce qu'avant, les processeurs avaient une vitesse en mégahertz. Maintenant, ils ont une vitesse en mégahertz, mais ce n'est pas le seul élément comparatif. On va aller un petit peu plus loin. Carte mère BioStar. Moi, j'ai déjà vendu des ordinateurs dans ma vie. Si on regarde de l'autre côté, ce n'est pas écrit le nom de la carte mère. Donc, je ne sais pas si la carte mère BioStar existe ou si elle est bonne, mais quand on donne le nom d'un élément de l'ordinateur, c'est parce qu'habituellement, on n'est pas gêné. Les gens peuvent fouiller sur Internet et aller voir si c'est une bonne carte. Tandis que l'autre côté, on ne l'a pas indiqué. Donc, je mets un petit point positif pour la soumission de droite. Dans la soumission de droite, on a de la mémoire. Moi, j'en déduis que c'est de la mémoire vive. 16 Go. 16 Go, ça veut dire 16 gigaoctets. De l'autre côté, c'est pas clair, mais on met juste sur une ligne 8 Go DDR. Donc, j'en déduis que 16, c'est plus grand que 8. Donc, il y a plus de mémoire vive, la RAM, dans l'ordinateur de droite. Donc, un petit point positif pour la soumission de droite. Ensuite de ça, il y a un graveur DVD. C'est un peu dépassé un graveur DVD en 2020, mais moi, j'ai encore besoin de temps en temps de graver des DVD, donc j'ai mis un petit point positif. J'insiste pas là-dessus. Un disque Maxtor 512 Go SSD. Oh, vous souvenez-vous, j'ai parlé des SSD? Donc, le SSD, il est plus rapide. Si on regarde de l'autre côté, il y a un disque dur de 1 TO, c'est des téraoctets, IDE. Ça veut dire que c'est un disque dur qui tourne, un bon vieux disque dur. Donc, pour les besoins de la cause, moi, j'aime mieux les disques durs SSD. Donc, j'ai mis un point positif à la soumission de droite. Perfect. Ensuite de ça, il y a une carte vidéo NVIDIA, GeForce. Donc, ceux qui sont gamers connaissent un petit peu les cartes mères, pas les cartes mères, les cartes vidéo. Vous savez qu'avoir une carte vidéo performante, c'est important si vous jouez à des jeux. Si vous faites juste du web, c'est pas super important. Si vous faites du Word, du Excel, c'est pas très important, mais si vous êtes un gamer, puis vous avez des jeux qui demandent une grosse performance graphique, ça peut être important. Il y a des cartes graphiques qui coûtent aussi cher qu'un ordinateur, même plus cher qu'un ordinateur. Après ça, j'ai mis un petit X pour le fax modem, et je passe rapidement là-dessus. C'est dépassé en 2020. Une souris. Bon, c'est toujours le fun d'avoir une souris. Ensuite de ça, il marque la marque de la souris. C'est pour ça que j'ai mis un petit X. Un graveur ou une imprimante. Même si on imprime de moins en moins en 2020, certaines personnes peuvent être intéressées d'avoir une imprimante. Haut-parleur Kineo. L'autre côté, il y a sûrement des haut-parleurs, mais ce n'est pas écrit la marque. Fait que j'ai mis un petit X là-dessus. Windows 10 en français. C'est toujours le fun de savoir que Windows est inclus dans le prix qu'on va payer. Ensuite de ça, garantie 1 an PM. Ça veut dire quoi PM? Ça veut dire l'après-midi. Garantie 1 an PM, mais ça veut dire tout simplement que l'ordinateur garantit 1 an. L'autre côté, l'ordinateur est sûrement garanti, là, mais ce n'est pas écrit dans la description. Donc, si vous regardez mes deux comparatifs de soumission, il y a des points positifs pour la soumission de gauche. Il y a des points positifs pour la soumission de droite. La difficulté quand on magasine un ordinateur, c'est de voir c'est quoi les points positifs qui sont le plus importants pour nous, puis qu'est-ce qu'on a de besoin pour nos logiciels qu'on va utiliser, puis faire un choix par la suite. Donc, si vous voyez, je n'ai pas écrit le prix. Je ne vais pas faire mon choix en fonction du prix à ce moment-là. Je vais juste regarder les pièces à l'intérieur. Ce qu'il faut retenir pour l'achat d'un ordinateur, c'est le processeur, le cerveau de l'ordinateur, la mémoire vive, qui est la RAM. Donc, c'est de la mémoire qui est très importante pour que l'ordinateur soit assez rapide.
Vous avez aussi le disque dur. Ça prend un disque dur assez rapide et un disque dur qui a assez d'espace pour mettre ce qu'on a de besoin. Puis finalement aussi, ça peut être la carte vidéo qui est importante parce que si vous êtes quelqu'un qui aime jouer à des jeux, vous pouvez avoir besoin d'une carte vidéo assez performante. Donc, ça augmente beaucoup le prix de l'ordinateur aussi. Perfect. Donc, si on continue ici, vous avez un exemple réel. Donc, selon les besoins, j'ai mis l'adresse d'un site web qui permet, par exemple, de dire si vous utilisez tel logiciel, ben ça serait bon d'avoir au moins ce type d'ordinateur-là. Donc, si je clique sur le lien, on va aller voir ce que ça donne. C'est un lien qui nous indique si on utilise, par exemple, un logiciel comme Adobe Premiere, donc vous voulez faire du montage vidéo, c'est quoi les meilleurs ordinateurs en 2020 sur le marché pour faire du montage vidéo? Donc, on a fait un palmarès ici de différents ordinateurs qui peuvent être intéressants pour faire du montage vidéo. Donc, vous allez remarquer que la plupart des ordinateurs, c'est des ordinateurs portables. Donc, on a fait une liste des ordinateurs qui se vendent sur le marché qui sont les plus adaptés pour faire du montage vidéo. Donc, selon ce que votre entreprise, dans l'exercice qu'on vous demande de faire, va avoir besoin de faire, donc vous allez peut-être devoir chercher sur Internet l'ordinateur qui va répondre aux besoins. Comme dans ce cas-là, quelqu'un qui fait du montage vidéo, on a un site web qui nous donne des indications sur quel type d'ordinateur on devrait acheter. Si on continue, on va vous donner un exemple d'ordinateur performant. Je vais essayer de voir tous les types d'ordinateurs en quelques secondes. Un ordinateur performant, j'en ai trouvé un qui avait de l'allure au bureau en gros. Donc, si on regarde, je clique sur le lien. On va regarder les caractéristiques de l'ordinateur. Pourquoi cet ordinateur-là serait un ordinateur performant? En passant, je ne suis pas commandité par l'entreprise qui est là. Mais si on regarde pourquoi cet ordinateur-là serait performant, première des choses, si on regarde dans les caractéristiques de l'ordinateur ici, on a un Intel Core i7. Donc, c'est un processeur qui est récent. J'ai vérifié sur Internet, c'est un processeur qui est de toutes les dernières générations. Pour ce qui est de la mémoire, on a 16 Go, 16 gigaoctets de mémoire vive. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est beaucoup de mémoire vive qui nous permettent d'avoir un ordinateur performant. Vous avez un disque SSD de 512 gigaoctets, GO. Donc, un disque dur SSD qui est récent, qui est un peu plus rapide. Il y a un petit peu moins d'espace, par exemple, mais il est quand même très rapide. Vous avez Windows 10. Vous avez une carte NVIDIA GeForce. Je ne connais pas toutes les caractéristiques des cartes performantes, mais au moins, ce n'est pas une carte de base. C'est une carte pour jouer à des jeux. OK? Puis ensuite de ça, on vous dit que vous avez HD intégrale technologie, des ports USB, une pile au lithium, 10 heures, etc. Donc, les choses importantes, le processeur, la mémoire vive, le disque dur et la carte vidéo. Toutes ces choses-là, c'est des choses quand même assez performantes. C'est pour ça qu'on considère que cet ordinateur-là, c'est un ordinateur de performance. Regardez le prix, à peu près 1 600 $ pour un ordinateur portable. Donc, vous comprenez le principe. Ordinateur assez performant, mais qui coûte quand même un peu plus cher. L'ordinateur de milieu de gamme, le lien ne fonctionne pas. Donc, je vais essayer de vous en mettre un autre dans les prochains jours. On va aller voir, par exemple, un ordinateur de bas de gamme. C'est quoi la différence avec un ordinateur de bas de gamme? Encore une fois, je ne suis pas commandité, donc essayez de ne pas tenir compte de l'entreprise. Donc, vous avez un ordinateur ici qui coûte 328 $. Donc, c'est beaucoup moins que l'ordinateur qu'on a vu tout à l'heure. Si on regarde ici les caractéristiques de l'ordinateur, on a un ordinateur noir. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, la couleur, mais pour certaines personnes, ça peut être importante. Je me souviens que ma belle-mère voulait que je l'aide à magasiner un ordinateur. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était un ordinateur noir. Elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais elle voulait un ordinateur noir pour aller avec sa décoration. Bref. Vous avez un écran, HD, un processeur Intel. On ne nous dit pas vraiment, on dit qu'il y a 2 cœurs, mais on ne nous dit pas vraiment là, si c'est un i3, i5, i7, un N4020. C'est un processeur que je ne connais pas vraiment, donc ça doit être du bas de gamme. 4 Go de mémoire, comparé à l'ordinateur qu'on a vu tout à l'heure, qui avait 16 gigaoctets de mémoire. Celui-là a seulement 4 gigaoctets de mémoire. Fait qu'on voit la différence. La carte graphique, c'est une carte Intel. Mais ce n'est pas une carte spécialisée gamer, donc je ne sais pas. Ensuite de ça, on a 60 gigaoctets de mémoire eMMC.
Donc, ça ne nous dit pas grand-chose. On parle des ports ensuite pour le casque, etc., la hauteur, la profondeur. Donc, vous voyez tout de suite que le processeur, un peu douteux. La mémoire vive, il y en a beaucoup moins que ce qu'on a vu dans l'ordinateur performant. Puis ensuite de ça, la carte graphique, ben, c'est une carte de base qui vient dans un ordinateur d'Intel. Donc, ce n'est pas une carte spécialisée pour les jeux. Donc, c'est pour ça que cet ordinateur-là coûte beaucoup moins cher. Par contre, peut-être qu'il va faire l'affaire de quelqu'un qui veut seulement aller sur Internet puis qui veut seulement faire du traitement de texte ou un chiffrier électronique, par exemple. Donc, ça se pourrait que ça fonctionne. Je reviens ici à mon petit PowerPoint. On va vous parler ensuite des cellulaires et des tablettes. Donc, dans les cellulaires et les tablettes, c'est un peu les mêmes choses qu'un ordinateur. Vous avez les spécifications minimales requises. C'est-à-dire que dans un cellulaire ou une tablette, c'est comme un ordinateur. Il y a de la mémoire, il y a une quantité de stockage, puis un processeur avec double cœur, quadruple cœur, etc. Donc, c'est exactement la même chose qu'un ordinateur. Vous avez par contre la taille de l'écran qui peut être important. Certaines personnes n'aiment pas ça, des grosses tablettes ou des gros téléphones. Donc, la taille de l'écran peut être importante. La qualité de la caméra ou des caméras. Maintenant, il y a des ordinateurs qui ont plusieurs caméras, donc ça peut être important. Votre marque préférée. Il y en a qui ne jurent que par Apple, par exemple, donc ça peut être un élément important. Donc, si on regarde ici, vous avez un comparatif d'un iPhone, d'un téléphone d'Apple, puis vous avez un Android de Samsung qui est à côté. Donc, selon la marque, vous allez payer un certain prix. Donc, ça peut jouer dans le rôle de choisir un téléphone ou l'autre. Dans les caractéristiques d'un cellulaire qui sont importantes aussi, il y a la couleur pour certaines personnes. Il peut avoir le budget. Ça dépend combien d'argent vous avez à votre disponibilité, évidemment. Il y a aussi le verrouillage d'activation. Il y en a que c'est par empreinte digitale, il y en a que c'est par un code, etc. Ensuite de ça, il y a les forfaits réseau qui viennent avec le téléphone cellulaire qui ne sont pas négligeables. Donc, le prix va varier en fonction du forfait réseau si vous en choisissez un à ce moment-là. Donc, c'est un peu les caractéristiques qu'on avait besoin pour les téléphones. Donc, je vais terminer là-dessus. Maintenant, on va parler de ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez devoir faire dans votre TP numéro 1 à partir de maintenant? Concernant le TP numéro 1, donc cette semaine, vous devriez compléter une partie de l'étude préliminaire que vous avez fait à la première semaine. Donc, normalement, avec ce qu'on a vu cette semaine, vous devriez être capable de compléter la partie avec les ordinateurs et les téléphones cellulaires et les tablettes. Donc, je vous rappelle ce qu'il y a dans le TP cette semaine. Donc, on va poursuivre le gabarit d'Excel pour l'analyse préliminaire, magasiner les besoins de votre entreprise pour les ordinateurs cellulaires et tablettes, c'est-à-dire insérer du contenu sous forme de tableau. Il va y avoir 3 points là-dessus pour les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents. Si possible, justifiez votre choix dans le document. Il y a un petit point 5 points là-dessus. Donc, je vous ai mis une petite flèche. Donc, si c'était possible de justifier pourquoi vous prenez ce type d'ordinateur-là. Exemple, je prends un ordinateur super performant parce que j'ai besoin d'utiliser un logiciel comme Photoshop, par exemple, ou j'ai besoin de faire du montage vidéo dans mon entreprise. Ou si j'ai besoin d'un ordinateur moins puissant parce qu'il va servir pour le traitement de texte. Donc, ça pourrait être une justification, par exemple, pour choisir un type d'ordinateur. Donc, vous avez un exemple ici d'une entreprise fictive, comme je vous ai montré au dernier cours. On écrit aussi, si possible, ajouter à quel individu, poste et ou local visé par l'achat. Donc, si vous achetez un ordinateur, un seul ordinateur, mettons, très performant, c'est pour le technicien, par exemple, qui va faire du montage vidéo. Vous achetez 3 ordinateurs un peu moins performants, c'est pour les gens d'administration qui vont faire, par exemple, du Excel. Donc, ça peut être des justifications que vous pourriez ajouter ici à la fin du tableau. Je vous montre le tableau que je vous ai présenté la semaine passée sur mon exemple fictif. Donc, la première partie, normalement, vous devriez la compléter. Qui a réalisé, la description de l'entreprise, la situation actuelle. Ce que je vous demande d'ajouter cette semaine, l'inventaire, j'ai eu des questions là-dessus. L'inventaire, c'est juste si l'entreprise existe déjà. Si l'entreprise existe déjà, vous avez peut-être déjà du matériel. Donc, je ne vous demande pas de mettre le prix du matériel. C'est juste pour faire un petit aperçu de ce qu'on a déjà dans l'entreprise. Si c'est une nouvelle entreprise, ben, vous n'avez pas besoin d'écrire du matériel si vous n'en avez pas du tout. Par contre, ce qui est important, c'est ça le but de l'analyse préliminaire,
c'est d'ajouter ce qu'on a de besoin. Donc, dans la section ici, on vous demande d'ajouter les besoins en ordinateur. Donc, un petit tableau comme ça avec une quantité, avec le type d'ordinateur que vous voulez acheter, l'entreprise où vous avez magasiné. Vous n'êtes pas obligé de le magasiner physiquement, vous pouvez le magasiner en ligne. Ensuite de ça, le prix de l'ordinateur. Il y a plein de sites web qui vont vous suggérer des prix et vont vouloir vous vendre des ordinateurs. Puis le total, ben, ça va être tout simplement la multiplication de la quantité avec le prix. Même chose pour les tablettes si vous en avez besoin pour votre entreprise. Si par exemple, vous avez besoin de tablettes graphiques avec un stylet pour faire du design dans quelque chose, ben, vous pourriez l'ajouter ici à cet endroit-là. Des téléphones intelligents, si vous avez des gens qui sont sur la route, si vous prévoyez fournir des téléphones intelligents, donc peut-être écrire ici dans un petit tableau la quantité de téléphones intelligents que vous prévoyez acheter pour l'entreprise, le prix, si c'est avec un forfait, par exemple, de données, etc., le total pour le nombre de téléphones que vous devez acheter. Éventuellement, vous n'avez pas besoin de faire ça cette semaine, mais à la fin, complètement, on va additionner tous les montants qu'on doit dépenser pour l'entreprise pour essayer de la faire justifier par la personne responsable. Donc, cette semaine, ce que vous avez ajouté, c'est faire des petites recherches sur Internet pour trouver, par exemple, des ordinateurs. Quel type d'ordinateur, la quantité d'ordinateurs. Ensuite de ça, si vous avez besoin de tablettes, vous avez besoin de téléphones intelligents. Donc, cette semaine, il y a une petite partie sur recherche sur Internet pour trouver ce que vous avez de besoin, la quantité que vous avez de besoin avec le prix. Puis selon la quantité, selon le prix, ben, avoir un total qui est ici à la droite. Puis peut-être ici à la droite, ce serait bien de justifier, puis dire à qui ça va appartenir ce matériel-là. Donc, je répète, choisir des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. Je vous rappelle que ça peut être une entreprise fictive. Faire un total de combien ça va vous coûter pour ces différents matériels-là. Puis ensuite de ça, m'ajouter peut-être une colonne pour dire à qui ça va aller, ce matériel-là. Puis aussi m'indiquer pourquoi il y a besoin d'un ordinateur, mettons, de 1800 $. Pourquoi il y a besoin de ça. Donc, si vous avez des questions, jeudi, pendant la période de laboratoire, je vais ouvrir une rencontre Team. Donc, vous allez pouvoir venir me rencontrer sur Team pendant l'heure de laboratoire pour me poser des questions. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Je suis payé pour ça. Donc, je vais être disponible sur Team. Donc, cette partie laboratoire-là, vous pouvez la faire à la maison ou au cégep. Mais moi, je vais être en ligne sur Team jeudi pendant le laboratoire pour répondre à vos questions. Donc, merci pour votre attention et bonne semaine à tous. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.